Monsieur Hill dit entre autres Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Alors, comment voulez-vous prendre les actions nécessaires pour vous rendre jusque-là si vous n'avez pas un but précis? Ce que tu répètes, tu finis par le croire. Tu n'as pas le choix de continuer à avancer parce que si tu arrêtes, éventuellement, tu finis par mourir. Ne dévoilez pas tout. Okay? Je vous parle d'être authentique, oui, mais je ne vous parle pas d'être transparent totalement. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Isaac de la méthode 48 heures avec vous aujourd'hui. Et je ne peux pas m'empêcher de rire ou en fait de sourire. Puis je vous partage une anecdote que j'ai vécue en fin de semaine. Je décide de commencer le podcast avec ça parce que je pense que ça peut être en valeur ajoutée pour certains d'entre vous. J'ai invité ma famille. J'ai invité ma famille à venir dîner, souper, dormir et quitter le lendemain après déjeuner. Grosse fin de semaine, beaucoup de membres de ma famille qui sont venus me rejoindre. On était 10 au total. Puis, tout de suite après le premier dîner, on a traversé au salon, prendre ce relax, continuer à jaser. Et mon frère m'a dit Isaac, tu trouves pas que ta télé est un peu grosse? Et il n'y a pas tort, ma télé est plus grosse que celle que j'avais avant. Et j'ai pris conscience que quand j'étais allé choisir ma télé, ben, elle n'avait pas l'air si grosse que ça comparée aux autres télés qui étaient à côté. Il y en avait des plus petites, mais il y en avait aussi des beaucoup plus grosses. Et quand je l'ai mis sur mon mur, c'est là où j'ai pris conscience de la grosseur de la télé, en réalité. Mais tout juste à côté de la télé, j'ai ma bibliothèque. Et j'ai dit à Frédéric, c'est drôle parce que même si la télé, elle est grosse, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien comparée à la richesse qui se retrouve dans la bibliothèque. Puis mon frère m'a demandé, t'as-tu lu tous les livres qui sont dans ta bibliothèque? Et je crois qu'il y a à peu près une dizaine de livres que je n'ai pas lus. Et pourtant, j'ai des centaines de livres dans la bibliothèque. Et j'ai pris conscience de toute la richesse que j'étais allé chercher. Des hommes et des femmes qui ont composé des livres. Et ces livres-là, ça leur a pris des fois 5, 6, 10, voire 20 ans à écrire et à mettre sur papier le travail d'une vie. Et je trouve qu'on a la chance, qu'on néglige beaucoup plus souvent qu'autrement, on néglige la chance qu'on a de prendre un livre, de s'asseoir et de dédier 8 heures de notre temps pour une vie d'ouvrage. Alors aujourd'hui, je vous partage 12 prises de conscience, c'est-à-dire 3 prises de conscience par livre, qui m'ont permis de devenir un meilleur humain, qui m'ont permis de devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur coach et d'accompagner nos clients. Le premier livre dont je vais vous parler, ça va être le livre Think and Grow Rich. Mais chacun de ces 4 livres-là m'a permis de me poser des questions, des vraies questions. Qu'est-ce que je veux réellement créer? Qu'est-ce que je veux avoir comme impact dans mon entourage? Quand je parle de mon entourage, ça va être ma famille, mes collègues, mes amis, mais la communauté également. Tous ceux et celles qui vont voir le contenu, qui vont écouter le contenu. Certains d'entre vous, ça va être la première fois qu'ils écoutez le podcast. Je vous dis bienvenue, soit dit en passant. Et pour tous ceux et celles qui écoutez régulièrement les podcasts, je vous dis félicitations parce qu'on essaie de transmettre le plus possible de valeur ajoutée et je pense que ça peut faire une différence dans vos vies. Donc, comment je vais impacter les gens autour de moi? Et surtout, quelle discipline je vais adopter pour me permettre d'atteindre les objectifs que j'ai fixés? Alors, je vous partage le premier livre. Le premier livre, comme je vous l'ai dit, c'est Think and Grow Rich de Napoleon Hill, qui est un livre qui parle de richesse, oui, mais pas juste une richesse au niveau de l'argent, mais plutôt au niveau du mindset. Okay? Tout part de la tête. Et M. Hill dit entre autres, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Fait que, en d'autres mots, ce que tu crois possible devient possible. Quelles sont les croyances limitantes qu'on a, qu'on se répète, ah, quand je fais ça, je ne suis pas bon. Ah, je ne serai jamais capable d'atteindre ce niveau-là. Ah, les personnes qui sont à cette place-là, waouh, c'est impossible. C'est pratiquement impossible d'être là. Comment on fait pour changer notre mindset, nos pensées, pour transformer ça en levier de performance? Donc,
Ce livre-là m'a entre autres appris que la richesse, c'est pas juste une question d'argent, mais c'est plutôt une question de direction. C'est une question de direction mentale. Comment je fais pour entraîner mon cerveau à me dire que ce que je veux, je peux l'atteindre? Alors, je vous partage les 3 prises de conscience. Le premier, c'est « aie un but précis ». Ça peut sembler, banal, mais trop souvent, on accompagne des clients qui rentrent dans la méthode 48 heures, puis on leur pose la question: «Qu'est-ce que tu veux qu'il se soit passé d'ici le 31 décembre 2025?» Tout dépendamment du moment auquel vous allez écouter ce podcast-là, ça peut peut-être être: «Qu'est-ce qui va se passer d'ici le 31 décembre 2026?» Et je projette plus loin, qu'est-ce qui doit s'être passé? Ou en fait, où est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux atteindre, excusez-moi, dans 10 ans de ça? Si on essaie de se projeter dans le futur, où est-ce que tu veux te rendre? C'est quoi la destination finale? Certains d'entre vous ne peuvent pas le nommer. Je ne sais pas. Alors, comment voulez-vous prendre les actions nécessaires pour vous rendre jusque-là si vous n'avez pas un but précis? Et quand on parle d'un but précis, je vous donne un exemple, j'aimerais perdre du poids. C'est un but, perdre du poids, mais ce n'est pas assez précis. Je veux perdre du poids, je veux perdre 10 livres. D'accord? 10 livres sur combien de temps? Je veux perdre 10 livres sur 10 ans, une livre par année, ou je veux perdre 10 livres d'ici la fin du mois. Wow! C'est pas le même défi. On ne marchera pas le sentier de la même façon. Donc, ayez un but précis. Le succès, ça aime la clarté. Si vous voulez avoir du succès puis atteindre vos objectifs, vous devez impérativement avoir un but qui est précis. Et plus vous allez être capable d'écrire la vision que vous voulez avoir, c'est-à-dire la destination, et on en a déjà parlé, Patrice et moi, dans Reconnecter avec ses rêves, si vous êtes capable d'écrire où est-ce que vous voulez être, avec qui vous voulez être entouré, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli, qu'est-ce que vous allez ressentir, qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez sentir, qu'est-ce que vous allez entendre. Tous ces éléments-là vont contribuer à votre succès parce que ça va être clair. Et vous allez pouvoir vous dire, bon, mais quelles sont les étapes à travers lesquelles je dois passer pour atteindre cette destination-là? Donc, premier point, ayez un but précis. Le deuxième point, c'est de reprogrammer votre esprit. Ce que tu répètes, tu finis par le croire. Donc, ce que vous vous répétez, vous allez finir par le croire nécessairement. Je ne suis pas assez bon pour ça. Et vous n'avez pas besoin de le nommer à voix haute. On n'a pas besoin de vous entendre. Le monologue intérieur va venir influencer directement le succès ou l'échec. Ce matin, j'étais dans une séance de coaching avec un de nos participants, un de nos clients. Puis, il me contait une anecdote, puis il me disait ah, je me trouve tellement en cave quand je fais ça. Puis, je l'ai repris, j'ai dit attends un petit peu, on va juste reprendre la phrase que tu viens de dire. Je me trouve tellement cave quand je fais ça. Comment tu pourrais changer cette formulation-là pour qu'elle devienne positive? Quand je fais ça, je me rends compte qu'il me reste encore des choses à améliorer, puis ça me permet de devenir une meilleure personne. Good! Excellent, on continue. Donc, votre monologue intérieur influence directement votre capacité à avancer dans les périodes où c'est difficile. C'est difficile, j'ai vécu un échec, mais je suis capable de me relever et de continuer malgré ça. Votre monologue intérieur va vous permettre de continuer. Donc, reprogrammez votre esprit, apprenez à être positif envers vous-même. C'est probablement un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Et puis finalement, le troisième takeaway ou prise de conscience de ce livre-là, c'est d'être entouré. Et quand je dis d'être entouré, ce n'est pas juste de s'entourer, mais c'est de vous entourer de façon intelligente. Quelles sont les personnes que vous côtoyez le plus? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça, mais les 5 personnes que vous côtoyez le plus vont être les personnes qui vont vous influencer le plus. Ce qui peut être normal, mais je vous donne un exemple. J'ai 4 amis qui viennent de s'acheter une voiture flambant neuve. Ce sont mes 4 meilleurs amis. Probablement que la prochaine chose que je vais acheter, ça va être une voiture flambant neuve. Et là, je le vois. Mes amis sont rendus à l'âge d'avoir des enfants. Là, oups, il y en a un premier qui a un enfant, l'autre suit. Là, il y a une pression sociale. Moi aussi, je veux avoir un enfant. Ils ont un style de vie qui est je sors au bar, je fête, je dépense mon argent dans des futilités. Ben, la majorité du temps, on va avoir les mêmes comportements que ces personnes-là. Il y a un adage qui disait montre-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es. C'est le même principe. Si vous voulez vous développer, vous devez vous entourer intelligemment. D'où le concept du mastermind. Qui sont les personnes qui vont vous permettre de grandir, d'atteindre
vos buts qui vont peut-être être plus difficiles parce qu'ils croient en vous, parce qu'eux aussi ont des attentes exigeantes envers eux-mêmes. Le principe du mastermind va vous permettre d'atteindre votre destination de façon définitivement plus rapide. Et puis, je vous en parle par expérience parce que quand j'ai joint Patrice avant d'être associé avec lui, j'ai embarqué dans l'Académie de la productivité. Et rapidement, j'ai dit à Patrice, Patrice, j'aimerais accélérer les choses. Je suis prêt à investir ce qu'il faut. Je vais sortir de l'argent, puis je vais investir en moi, mais j'aimerais rejoindre ton groupe Mastermind. En un an, j'ai été capable de virer ma vie, faire un 180, changer mon mode de vie, changer ma mentalité, changer ma croissance, parce que j'étais entouré de personnes qui avaient justement plus d'expérience que moi, qui avaient également ce désir-là de me voir grandir, mais de croître avec moi. Être des amis, c'est d'accepter de grandir avec l'autre, à travers les difficultés, à travers les blessures, à travers la vulnérabilité dont on fait preuve. Un mastermind va vous amener au prochain niveau beaucoup plus rapidement. Alors, soyez très, très, très conscient des personnes qui vous entourent. Peut-être que c'est le temps de couper des amitiés. Peut-être que c'est le temps de laisser aller certaines personnes dans votre vie. Peut-être que c'est le temps justement de redéfinir son cercle pour vous permettre d'atteindre le prochain niveau. Le deuxième livre qui a changé ma vie, c'est celui-là. Je l'ai lu à 2 reprises et je l'ai écouté également en audio. C'est le livre How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Okay, c'est un excellent livre qui vous invite à vous mettre à la place de l'autre. C'est, là, je vais le dire de cette façon-là, mais c'est un peu comme la Bible de la communication humaine. C'est la façon la plus pertinente d'influencer les autres. Pas pour les manipuler. Entendez-moi bien, là, ce n'est pas pour manipuler les gens, mais c'est pour les influencer. Et on ne peut pas convaincre quelqu'un. On doit l'amener à cheminer vers ce qu'on désire en lui posant la question sur quels vont être les bénéfices de ton côté également. Il y a 3 choses qui sont ressorties de ça. La première, c'est évidemment pour influencer, il faut écouter, mais c'est de s'intéresser sincèrement aux autres. Puis quand je dis s'intéresser sincèrement aux autres, on parle d'authenticité, on parle de la meilleure stratégie pour influencer les autres. Vous ne pouvez pas arriver à quelqu'un et dire « Ah, je trouve ça intéressant ce que tu fais », puis partir, sacrer votre camp. Vous devez être authentique et réellement vous intéresser à ce que la personne fait. Même chose quand on va donner un commentaire constructif. J'en ai parlé lors du feedback. Vous devez être authentique puis vous devez être sincère dans votre approche. Quand vous posez la question à quelqu'un, « Hey, comment ça va? » Puis que la personne commence à dire, « Hey, ça va pas bien. » Puis vous regardez de l'autre côté puis vous partez, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas prêt à vous commettre pour cette personne-là. Donc, quand on communique avec quelqu'un, puis qu'on s'intéresse réellement à elle, et quand je parle de s'intéresser à elle, s'intéresser à son état d'esprit, s'intéresser à sa santé physique, à sa santé mentale, s'intéresser à qu'est-ce qu'elle fait de son quotidien, c'est quoi ses passions, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à chaque matin, elle se lève puis elle a le goût d'aller travailler. C'est là où on connecte avec l'humain derrière le rôle. Des fois, j'ai des discussions avec certains de mes amis, puis à chaque fois, ils me disent Isaac, c'est le fun de parler avec toi parce que c'est comme si tu étais la seule personne qui comprend ce que je vis. En réalité, je ne comprends pas nécessairement ce qu'ils vivent, mais j'essaie de me mettre dans leur bottine puis de comprendre si moi j'étais dans cette situation-là, comment je le vivrais. Quel impact ça aurait sur moi, quel impact ça aurait sur mon entourage également. De développer de la compassion, de développer de l'empathie, de renforcer ça. Parce que je m'intéresse sincèrement à qu'est-ce que mon ami vit. Je dis mon ami, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Soirée réseautage, un événement avec la Jeune Chambre de commerce de Québec. On discute avec les autres. C'est pas juste « Ah, toi, tu fais quoi dans la vie? » Non. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier-là? Et des fois, on part sur des histoires d'enfance. Là, on parle d'histoire d'enfance. Comment c'était ton enfance? Isaac, t'es bien trop. Tu t'en vas bien trop dans le deep. C'est trop des conversations sensibles. La sensibilité, les conversations profondes que vous pouvez avoir avec les gens, c'est là où on va connecter réellement avec qui ils sont. On ne connecte pas juste d'un humain à un humain, on connecte d'une âme à une autre.
Donc, s'intéresser sincèrement aux autres. Là, j'ai divagué un petit peu, je m'excuse, je m'emporte parce que c'est quelque chose que j'aime bien, qui me passionne. Mais donc, premier takeaway, intéressez-vous aux autres de façon sincère et authentique. Le deuxième, évitez les critiques. On n'est pas là pour critiquer les gens. On veut les voir grandir. Il y a un comportement qu'ils ont eu qu'on n'a pas apprécié. Et je vous invite à réécouter l'épisode où je parlais de commentaires constructifs, le feedback. La critique va détruire les gens beaucoup plus vite qu'une façon qu'on pourrait corriger la situation. Quand on critique quelqu'un, la personne se braque, elle montre la résistance. C'est pas ça qu'on veut. On veut justement être capable de diminuer la résistance, de discuter avec la personne et de donner des commentaires qui sont constructifs. Donc, évitez la critique. Le deuxième point. Pourquoi est-ce que vous voulez critiquer quelqu'un? Elle a commis quelque chose qui vous a déplu? Elle a un comportement que vous n'aimez pas? Et posez-vous la question. Si c'était dans une situation inverse, comment vous aimeriez que cette personne-là réagisse face à vous? Qu'elle parle dans votre dos? Qu'elle vous critique sans même être en mesure de venir vous voir puis vous dire qu'est-ce qu'il y en est? Mais non, c'est pas ça. Donc, on veut éviter la critique, mais on veut, encore une fois, être authentique, puis faire face aux choses qui nous déplaisent. Quitte à avoir des conversations difficiles, mais pour un bénéfice, qui va nous amener justement à nous intéresser à la personne, à comprendre. On est à une conversation de réellement comprendre qu'est-ce que l'autre personne vit. Peut-être que le comportement qu'elle a envers vous, c'est parce qu'elle vit une situation qui est difficile. Peut-être que ça n'a même pas du tout rapport avec vous. Mais on a tendance à vouloir critiquer parce que c'est beaucoup plus facile que de prendre le temps d'aller parler avec la personne puis de tenter de trouver une solution. Le troisième point, c'est de valoriser. Okay, donc, faire sentir à quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Je vous pose la question, c'est quand la dernière fois où vous vous êtes arrêté à un collègue de travail, à un ami, à un membre de votre famille, à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants, à vos parents, pour leur dire à quel point ils sont importants pour vous, à quel point ils comptent pour vous. À la fin du podcast, si ce n'est pas fait, je vous invite à prendre le téléphone, pas un texto, là. Pas Hey, je pense à toi. Non, non, non. Prenez le téléphone, prenez 5 minutes, composez le numéro de téléphone de cette personne-là et appelez-la. La chaleur humaine. Vous allez voir, quand vous allez composer le numéro de téléphone, que le téléphone va sonner, ça se peut que votre cœur se mette à palpiter un petit peu. Puis à partir du moment où l'autre personne décroche, qui répond: Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, comment ça va? Qu'on entend l'excitation dans sa voix et tout ça. Ben, ça va bien, écoute, je voulais seulement prendre 5 minutes avec toi pour te dire 2 choses. Prendre de tes nouvelles d'une part, mais d'autre part, te dire à quel point tu es important pour moi, à quel point tu comptes. Vous allez faire sa journée, mais vous allez également renforcer la relation que vous avez avec cette personne-là. Là, que je vous le dis, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, que ce soit vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, prenez le temps de vous arrêter et de les valoriser de façon sincère, à quel point ils sont réellement importants pour vous. Donc, c'était les trois takeaways que j'ai de How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Intéressez-vous aux autres sincèrement, évitez les critiques, puis valorisez-les. Vous savez, le leadership, parce qu'il parle aussi de leadership dans ce livre-là, c'est pas de dominer. Puis on voit souvent la représentation de l'image d'un boss qui est en arrière, qui donne des directions. Puis sur l'autre image, on voit le leader qui a une corde et qui tire son équipe. Selon moi, je trouve que c'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est pas de tirer son équipe, c'est pas non plus de donner des ordres, c'est de supporter son équipe. Ça veut dire quoi, supporter son équipe? Ça veut dire, quand ils tombent, on s'arrête, on les prend et on les relève et on avance avec eux. C'est ça pour moi un vrai leader. Parlant de vrai leader, c'est ce qui m'amène au prochain livre, qui est celui-là, ici. Leadership sous zéro. C'est l'expédition de Shackleton en Arctique. Et c'est une histoire qui est assez incroyable parce que chacun des membres de cette expédition-là a survécu, malgré des mois dans la glace, dans l'Antarctique.
Et évidemment, à l'époque, il n'y avait aucun contact, il n'y avait aucune issue, puis pourtant, personne n'a abandonné parce que Shackleton a fait quelque chose qui est incroyable, c'est-à-dire leader son équipe comme personne d'autre l'avait fait préalablement. Il y a 3 choses qui me viennent en tête que je retire de ce livre-là. Le premier, c'est rester calme dans la tempête. Dernièrement, vous le savez, vous le savez, je dis ça comme si on se connaissait très, très bien, mais je l'ai déjà partagé. J'ai fait, j'ai fait un marathon en forêt. 42 km en forêt, c'était le défi des couleurs Simard. Et ma sœur m'a dit, Isaac, je ne sais pas comment tu fais, parce que je te vois t'entraîner, puis on dirait que tu avances malgré, malgré la pluie, malgré quand il fait froid, je te vois aller t'entraîner. Puis c'est vrai, pour moi, il n'y a, pas d'excuse. J'ai un entraînement à faire, je ne me pose pas la question à savoir si j'ai envie ou pas. Soit dit en passant, Patrice avait déjà fait un podcast sur ce sujet-là, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les Navy SEALs sont excellents dans ce qu'ils font? Il y avait 3 étapes. Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que j'ai le goût de le faire? Oui ou non? Puis je passe à l'action. Puis les Navy SEALs, c'est qu'ils enlèvent la deuxième étape. Qu'est-ce qui doit être fait? Je le fais. That's it. C'est tout. Ben, je m'étais donné comme défi, je cours mon marathon. Qu'est-ce qui doit être fait? Je dois m'entraîner. J'ai-tu le goût ou pas? C'est pas ça la question. Je m'entraîne. Et donc, elle me posait la question, comment tu fais pour continuer à avancer, tout ça, dans la tempête? Puis je lui disais, ça rêve, quand tu as un objectif derrière la tête et que tu veux l'atteindre, tu n'as pas le choix de continuer à avancer parce que si tu arrêtes, éventuellement, tu finis par mourir. Et là, c'est une métaphore. Okay? C'est pas parce que vous arrêtez de vous entraîner que vous allez mourir, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quand on arrête de progresser, c'est là où on commence à mourir à petit feu. Puis plus souvent qu'autrement, on le voit, certaines personnes vont travailler très longtemps, même après leur carrière, ils vont continuer à s'occuper. Pourquoi? Parce que quand ils arrêtent, ben c'est là où ils commencent à développer des bobos. C'est là où ils commencent à perdre de l'énergie. Ils n'ont plus une raison de se lever. Mais je ramène ça au leadership de Ernest Shackleton quand il a fait l'expédition en Antarctique, où est-ce que les gars et les autres étaient vraiment pris dans la tempête, où il n'y avait justement aucune issue, il n'y avait rien pour communiquer, il n'y avait aucune façon de se sortir que ça, autre que de suivre leur leader. Les 3 takeaways que j'ai, les 3 choses qui sont sorties de ce livre-là, c'est de rester calme dans la tempête. Votre énergie devient celle de votre équipe. Grosso modo, si vous êtes le leader, vous êtes en position d'autorité, les gens ont un regard sur vous. Vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous êtes un directeur dans la boîte, les gens vous regardent. Vous pensez que vos comportements n'ont aucun impact, aucune influence. Je vous le dis, si vous êtes le premier à sauter du bateau, quand ça va mal puis quand la tempête éclate, vous pensez que l'équipage va faire quoi? Sauter du bateau. Alors que si vous tenez la barre puis vous vous dites on traverse la tempête ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous suivre parce que vous êtes le leader. Mais pour ça, il faut rester calme. Trop souvent, je vois des gens qui paniquent. Je suis en train d'accompagner justement un client qui fait une transition. Et là, il court à gauche et à droite. Qu'est-ce qui se passe? Wow! Ralentis. On va se calmer. On va prendre des décisions qui vont être éclairées. Puis là, j'entends certains d'entre vous. Bon, ben là, écoute, c'est facile de dire ça là, quand tu es arrêté puis quand tu es sur place, puis tu es assis dans le confort de ton foyer, puis tu ne vis pas ce que l'autre vit. Je me permets de vous partager une anecdote. Quand j'étais policier, j'ai été impliqué dans le Nord dans une situation de prise d'otage. Et dans cette prise d'otage-là, il y a eu des échanges de coups de feu. Mais malgré le fait que ma vie était en jeu, puis qu'on tirait dans ma direction, c'était pas le temps de paniquer puis de commencer à courir dans tous les sens. Non. On a un protocole, on a des choses à suivre, il y a une situation qui doit s'appliquer, puis il y a des choses à travers lesquelles on doit passer. On doit localiser la personne, on doit l'isoler. Tatati tatata, ça déboule. Et imaginez, dans une situation où votre vie est en péril, si vous commencez à paniquer, c'est certain que vous n'arriverez pas à destination. Vous ne réussirez pas à résoudre la situation conflictuelle dans laquelle vous êtes, situation problématique dans laquelle vous êtes. Vous devez ralentir. Ah, mais je suis sur le bord de faire faillite. Oui, mais est-ce que dans la prochaine minute, tu vas faire faillite? Non. Calme-toi.
Décompresse. Laisse sortir le méchant. Ensuite, on discutera, on prendra des décisions en conséquence de ça, on se refocus et on avancera à travers la tempête. Le leadership, c'est entre autres ça. Rester calme. Apprendre à rester calme dans la tempête. Ne pas paniquer. L'autre point qui m'a surpris, c'était célébrer les petites victoires. Donc, le point numéro 2, célébrer les petites victoires, et on l'enseigne également dans la méthode 48 heures. Quand je vais atteindre les objectifs, comment je vais me permettre de célébrer? D'ici le 31 décembre 2026, c'est ça que je veux qu'il arrive. Si ça se produit, comment je me récompense? À travers mon trimestre, j'ai 3 priorités. Si j'atteins mes 3 priorités, comment je vais me récompenser? À travers mon mois, j'ai 3 priorités. À travers ma semaine, j'ai 3 priorités. Comment je me récompense quand j'atteins mes objectifs? On a tendance à être axé sur la tâche sans jamais se récompenser pour les efforts qu'on a mis en arrière. Une fois que vous atteignez votre objectif, vous avez le droit d'arrêter et de vous récompenser, de célébrer la victoire. Célébrer la victoire, c'est entre autres ce qui nous permet de garder le moral, normalement. Ce qui m'amène au troisième point, servir avant d'agir. Le leader, tantôt c'est drôle, je reprends, ce que j'ai dit, le leader ne tire pas l'équipe, il la porte. Puis, servir avant de diriger, c'est entre autres ça. Comment je peux faire pour t'aider avant que je te demande de m'aider? Comment je peux faire pour contribuer à ton succès avant de te demander de contribuer à mon succès? Imaginez si votre employeur arrive demain matin et il vous pose la question: Hey Denis, comment je peux faire pour t'aider dans ton travail? Hey, crime boss, c'est une bonne. Première fois qu'on me pose cette question-là, c'était merci. Hey Maryse, demain matin, on a une réunion à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à être prête pour ta réunion? Wow, excellente question. Hey Maxime, demain, aujourd'hui, ce soir, il y a tel projet qui est en place. Comment je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faciliter ton succès? Imaginez-vous si demain matin, vous vous mettiez à rendre des services aux autres sans rien attendre en retour. Le retour du balancier va se passer. On va se mettre à vous proposer: Hey, y a-tu quelque chose que je peux faire pour toi? Y a-tu quelque chose que je peux enlever de ton assiette? Puis fréquemment, je le fais avec les membres de mon équipe, avec les gens avec lesquels je travaille. Hey Pat, y a-tu quelque chose que je peux enlever de ton assiette? Y a-tu quelque chose qui te retarde dans l'atteinte de tes objectifs ce mois-ci? Même chose pour Pat. Ça vient de l'autre côté. On se fait des meetings, telle affaire, ça avance bien, ça progresse moins vite. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider par rapport à ça? Donc, essayez de servir avant de diriger. Ça va vous permettre justement de renforcer les collaborations que vous avez et d'amener votre équipe au prochain niveau. Et vous n'avez pas besoin d'être dans une position d'autorité pour le faire. Vous pouvez être un employé et prendre les devants. Vous voulez une promotion, là? Petit truc. Tous ceux et celles qui veulent une promotion plus grande que ce que vous attendez 2025 ou 2026, montrez que vous êtes capable de prendre des responsabilités, ayez des initiatives, allez au-devant, allez voir votre collègue. Y a-t-il quelque chose que avec lequel je peux t'aider? Y a-t-il un projet sur lequel tu travailles actuellement qui est difficile pour toi? Je peux travailler sur certains dossiers parce que j'ai du plaisir à le faire, alors que je vois que pour toi, ce dossier-là, il te fait 3 petits points. Hein? Ben oui, certain. Crime, merci. Ah, pas de trouble, ça me fait plaisir. J'ai le temps de le faire en plus. Et là, vous faites ça. Puis là, vous allez voir le boss. Puis là, le boss, il dit: Hey, écoute, Jacques, j'ai vu que dernièrement, tu étais vraiment beaucoup plus enclin à aider les autres, à les amener au prochain niveau. On est justement à la recherche d'un directeur. On est à la recherche de quelqu'un pour combler ce poste-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ben oui. Boum, vous venez d'obtenir une promotion. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de leadership, parce que vous êtes allé au-devant, parce que vous avez appris à servir les autres avant de demander service. Le dernier livre qui m'a marqué, qui a changé ma vie, soit dit en passant, ce serait de vous mentir que de vous dire que je l'ai lu au complet. Je ne l'ai pas lu au complet encore parce que c'est un livre qui est extrêmement lourd. Et je ne parle pas lourd en termes de poids, mais je parle lourd en termes de sens. C'est le livre suivant.
Les 48 lois du pouvoir, The 48 Laws of Power, de Robert Greene. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai lu le livre, ou en fait, quand j'ai lu certaines des règles dans le livre, je me suis dit, il y a deux choses. Soit c'est un livre pour apprendre à manipuler les gens puis à être la pire personne sur Terre, soit c'est un livre qui est excellent parce que ça me permet de reconnaître les pires personnes sur Terre. Mais il y a quand même des takeaways sur certaines de ces lois-là. Je vous invite d'ailleurs à acheter. Il y a une multitude de livres qu'il a fait. Encore une fois, c'est une lecture qui n'est pas légère, c'est une lecture qui est complexe, c'est une lecture qui, on prend une règle, on la lit, on lit l'anti-règle également, fait que c'est quoi le contraire, c'est quoi le résultat qui arrive quand on fait le contraire complètement de cette règle-là, et on dépose le livre, puis on tente d'assimiler ce qui a été enseigné parce que c'est très, très lourd. Mais il y a certains takeaways de ce livre-là que je vous partage. La première chose qui me vient en tête, puis là, je me reprends un petit peu, là. Ça parle surtout du pouvoir, hein, 48 Laws of Power, les 48 lois du pouvoir. Le pouvoir n'est ni bon ni mal. Okay? C'est ni bon ni mauvais. Le pouvoir, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Avec le pouvoir, est-ce que vous allez faire le bien ou est-ce que vous allez faire le mal? Puis à chaque fois où vous pensez que vous êtes en train de faire le bien, quelqu'un va regarder la situation et va dire que vous êtes en train de faire le mal. Fait que le pouvoir, c'est ni bien ni mal, c'est en fonction du côté ou du camp dans lequel on se retrouve. Puis là, on ne parlera pas de politique, mais il y a toujours une partie et l'opposition. C'est la même chose. Pendant qu'un parti propose quelque chose, l'autre parti dit le contraire. Donc, le pouvoir, c'est pas bon, c'est pas bon ni mauvais, c'est en fonction de ce que vous en faites. Premier takeaway, c'est la chose suivante. Ne dévoilez pas tout. OK? Je vous parle d'être authentique, oui, mais je ne vous parle pas d'être transparent totalement. OK? La transparence totale, en quelque sorte, c'est une faiblesse stratégique. Si vous dites à tout le monde, tout haut, tout ce que vous voulez faire, malheureusement, il y a des personnes qui vont vouloir vous contrecarrer. Imaginez, vous êtes propriétaire d'une entreprise, puis vous avez une nouvelle innovation, puis vous sortez le brevet, pas le brevet, mais vous sortez les plans pour le nouveau mécanisme que vous venez d'inventer. Tout le monde a accès à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Nécessairement, il y a quelqu'un qui va vouloir se mettre la main sur les plans avant vous, le produire le plus rapidement possible et vous dominer dans le marché. C'est un exemple qui est banal. C'est un exemple qui peut s'appliquer dans plein de choses. Mais c'est juste pour vous dire, dévoilez pas tout. Oui, vous pouvez dire c'est quoi la destination, où est-ce que vous voulez vous rendre. Oui, vous pouvez parler de vos objectifs, mais permettez-vous de garder certaines choses pour vous. C'est votre jardin secret, c'est à vous. Ne soyez pas transparent totalement parce que la transparence totale, encore une fois, c'est une faiblesse stratégique. Votre adversaire va vous contrer, va vous dépasser. L'autre chose qui m'avait bien fait rire, c'est de rester imprévisible. Et je n'étais pas certain de comprendre qu'est-ce qu'il entendait par rester imprévisible. C'est que la constance, ça rassure. Hein? C'est quelqu'un qui est constant, on le voit, puis c'est ah, OK, on sait que cette personne-là, à chaque fois où elle est là, ça se passe de telle façon. Tu fais tout le temps la même chose. Mais à l'inverse, la surprise, c'est ça qui influence. Imaginez-vous, là, on s'attend à ce que tout le monde soit là au souper de famille, mais on sait que le petit cousin éloigné, il ne sera pas présent. Là, quand il arrive, tout le monde, hein, on est tellement content de te voir, waouh! La surprise influence les gens. La surprise, l'élément de surprise, fait en sorte que vous vous distinguez des autres. Vous vous démarquez de la compétition. Dernièrement, je suis allé justement à un souper réseautage, puis la personne m'a vu, je ne la nommerai pas, mais elle m'a vu, elle a dit waouh, ben c'est donc bien une belle surprise que tu sois là. On ne s'attendait pas à ce que tu sois là. Depuis que tu vis au chalet, on ne te voit pas aussi fréquemment. Ça me fait bien plaisir d'être ici, mon ami. On a commencé à jaser, on a eu une super belle discussion. Donc, la surprise, ça influence les gens parce que c'est plus rare. Puis finalement, soyez fluide.
trop souvent, on voit, puis ça, c'est le troisième point, là. Et évidemment, il y aurait eu plus que 3 points à sortir, mais 48 lois, j'aurais pu sortir 3 takeaways de chacune de ces lois-là. C'est un livre qui est très, très, très puissant. Mais je reviens donc d'être fluide. Soyez fluide, adaptez-vous, ne soyez pas rigide. Et quand je dis soyez pas rigide, la vie, c'est un jeu. Votre travail, c'est une game. Profitez-en, adaptez-vous au contexte. Arrêtez d'être trop rigide et de prendre personnel toutes les choses qui se passent dans votre vie. Permettez-vous d'accueillir les imprévus. Quand vous allez vous adapter au contexte, ça va être beaucoup plus facile parce que vous allez arrêter de subir ce qui se passe, mais vous allez suivre la vague. C'était les takeaways que je voulais vous partager en lien avec les 4 livres. Encore une fois, les 4 livres, je vous les ai nommés au fur et à mesure, mais je vous les répète en rafale. Think and Grow Rich de Napoleon Hill. How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Leadership sous zéro, l'expédition d'Ernest Shackleton qui a été fait et récité par Danny N.T. Perkins. Et finalement, 48 Laws of Power de Robert Greene. Encore une fois, ce sont 4 livres qui m'ont permis de faire un énorme changement dans mon quotidien, d'avoir un mindset d'entrepreneur, de changer ma façon de voir les choses, d'arrêter de subir, mais plutôt de prendre le contrôle sur ma vie, d'être plus lousse, de m'intéresser réellement aux gens et à ce qu'ils vivent pour comprendre et apporter des solutions à leurs problèmes. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Profitez-en. Si jamais vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas, vous pouvez écrire, aimer, partager. Patrice et moi, on est là pour être votre partenaire de succès pour atteindre vos objectifs professionnels, mais également réussir votre vie personnelle. On a une multitude de formations également qui sont disponibles sur notre site Internet. Formation avec la boîte courriel, Outlook, Gmail, même chose avec l'agenda Outlook, l'agenda Google. Bref, vous n'hésitez pas, l'Express 48 heures est là pour recueillir les 8 meilleures habitudes de la méthode 48 heures. On est là pour vous accompagner. Je vous souhaite une belle journée, profitez-en et on se dit à bientôt dans le prochain épisode. Ciao!